Bond, James Bond. Dr. No n'était pas seulement le tout premier film de Bond, c'était l'expérience audacieuse qui a lancé une franchise valant des milliards de dollars. Ce que le public a découvert, c'était une sophistication élégante et raffinée. Sean Connery en smoking, Ursula Andress émergeant majestueusement de la mer. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les coulisses. Voici 20 faits étranges et surprenants à propos de Dr. No, que vous ne connaissiez pas encore, racontés par ordre décroissant, des procès à la censure et des accidents qui ont bien failli arrêter net la production. La vérité est bien plus étrange que toute fiction. Restez avec nous, car le fait bonus va transformer à jamais votre vision de Bond. Alors, commençons tout de suite. Numéro 20. Le rôle de Bond a failli être interprété par quelqu'un d'autre. Il est désormais impossible d'imaginer qui que ce soit d'autre que Sean Connery en James Bond. Pourtant, il n'était pas le premier choix du studio. Les producteurs Cubby Broccoli et Harry Saltzman avaient envisagé Cary Grant. Oui, la grande icône de l'élégance hollywoodienne. Mais Grant, déjà âgé de près de 60 ans, refusa de s'engager pour plus d'un film. D'autres noms avaient été évoqués, notamment ceux de David Niven et Patrick McGoohan, qui avaient refusé le rôle en raison de l'immoralité du personnage. Connery, alors relativement inconnu, s'est présenté à son audition avec un charme brut, mais des manières rudes. On raconte qu'il n'avait même pas pris la peine de repasser son costume. Ce qui a conquis les producteurs, ce n'était pas le raffinement, mais le danger. La femme de Broccoli se souvenait l'avoir vu se mouvoir comme une panthère. Les dirigeants du studio n'étaient pas vraiment convaincus, mais Connery a finalement scellé son destin après des essais à l'écran, et Ursula Andress elle-même l'a approuvé. Ce que les fans ignoraient, c'est que le casting le plus réussi de toute l'histoire a failli ne jamais avoir lieu, dépendant du refus d'un jeune acteur de se plier aux règles. Numéro 19. Ursula Andress ne pouvait pas être entendue. Quand Ursula Andress est apparue des vagues des Caraïbes dans son bikini blanc, le cinéma a été transformé. Cette image est rapidement devenue l'une des plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma. Mais voici le rebondissement. La voix que l'on entend dans le film Dr. No n'est pas la sienne. Andress avait un accent suisse-allemand très prononcé, que les réalisateurs craignaient qu'il distrairait le public. Ils l'ont donc entièrement doublé, faisant appel à l'actrice Nikki van der Zyl pour les dialogues et à Diana Coupland pour les chansons. Ce n'était pas inhabituel. Le doublage était courant à l'époque, mais ça a choqué le public plus tard quand ils ont appris que les répliques iconiques d'Andress étaient prononcées par quelqu'un d'autre. Pas Andress, mais Van der Zyl. Plus étrange encore, Van der Zyl a continué à doubler de nombreuses femmes de Bond tout au long des années 60, devenant la voix secrète des Bond Girls. Pourtant, son travail n'a pas été crédité. Le glamour appartenait à Andress, mais le son véritable de Honey Rider a été entièrement créé en studio, une fabrication restée secrète pendant des décennies. Numéro 18. La scène de l'araignée a failli coûter la vie à Sean Connery. L'un des moments les plus glaçants de Dr. No, c'est quand Bond se réveille et découvre une tarentule qui lui grimpe sur le bras. Les spectateurs frissonnent, mais voici la vérité. Connery a frissonné aussi. Il était terrifié par les araignées. La production a utilisé une tarentule vivante pour le réalisme, mais Connery a refusé de la laisser toucher sa peau nue. Pour résoudre ce problème, ils ont placé une plaque de verre sur lui, avec l'araignée rampant dessus, l'angle de la caméra masquant habilement la barrière. Mais dans certains plans, la doublure, Bob Simmons, a réellement supporté l'araignée sur son corps. Simmons a admis plus tard qu'il pensait mourir, car les morsures de tarentule peuvent être mortelles. Connery ne faisait pas semblant, sa peur était bien réelle et transparaissait. Ce n'était pas une astuce de cinéma hollywoodien bien rodée, c'était de la terreur pure et simple. Le public voyait Bond impassible, mais l'acteur sous le masque combattant sa phobie, pendant que sa doublure risquait sa vie pour le plan. Numéro 17. La Jamaïque était chaotique en coulisses. Le tournage en Jamaïque a donné à Dr. No son atmosphère luxuriante et exotique, mais ce n'était pas le paradis derrière la caméra. La production a dû faire face à des cauchemars logistiques, un équipement limité, des tempêtes tropicales et une chaleur étouffante qui a endommagé les pellicules. L'équipe et les acteurs étaient envahis par les moustiques, les obligeant à s'enduire de répulsifs entre les prises. Des figurants locaux étaient parfois recrutés à la dernière minute, ce qui entraînait des erreurs de continuité. Et le célèbre décor du repère du Dr. No. Il a été bricolé avec un budget serré, moins d'1 million de dollars pour tout le film. Le directeur artistique, Ken Adam, a poussé les ressources à l'extrême, peignant du contreplaqué et utilisant de simples jeux de lumière pour créer de la grandeur. Les membres de l'équipe plaisantaient que Bond ne combattait pas seulement le Dr. No, mais l'île elle-même, ce que le public voyait comme exotique.
Le luxe, c'était en fait de la sueur, de l'improvisation et de la survie, transformant un tournage sous-financé en un triomphe inattendu. Numéro 16. Le film a failli être interdit en Grande-Bretagne. On aurait pu penser que la Grande-Bretagne adopterait son nouveau héros. Au lieu de ça, Dr. No a fait face à un scandale moral. Le British Board of Film Censors s'inquiétait de sa violence et de son contenu sexuel. Un critique célèbre a qualifié Bond de sadique et a affirmé que le film glorifiait l'immoralité. Les chefs religieux l'ont condamné et les journaux ont fulminé, jugeant le bikini d'Ursula Andress scandaleux. Même le Daily Mail a publié des éditoriaux d'une grande virulence. Il était question de couper des séquences entières, la scène de la tarentule, les exécutions et même l'introduction de Honey Rider. Mais les producteurs ont riposté, arguant que Bond représentait l'évasion et non la corruption. Contre toute attente, le film est sorti en grande partie intact, bien que classé A, ce qui signifiait que les enfants de moins de 16 ans devaient être accompagnés d'un adulte. Ironiquement, la controverse n'a fait qu'attiser la curiosité du public. Ce qui devait être censuré est devenu une publicité gratuite. Le scandale a transformé Dr. No en un événement incontournable, prouvant que l'indignation peut vendre plus de billets que le marketing. Numéro 15. Sean Connery a été formé pour être Bond. Sean Connery n'est pas simplement devenu James Bond du jour au lendemain. En fait, au moment de son casting, il était considéré comme trop brut, trop peu raffiné, plus proche d'un bagarreur de rue que d'un espion de bonne famille. Les producteurs craignaient que le public ne l'accepte pas comme un homme suave. Alors, ils ont fait appel à une arme secrète, un coach de mouvement nommé Terence Young, le réalisateur du film. Young a habillé Connery de costume sur mesure, l'a initié à la haute gastronomie, et lui a personnellement appris à marcher, à parler et même à commander du vin, tel Bond. D'emblée, Young a accompagné Connery dans les casinos et les boîtes de nuit, le rodant à la sophistication jusqu'à ce que ses manières populaires soient affinées. Mais la virilité brute demeurait. Ce mélange danger et élégance est devenu la formule de Bond. Ce que le public ignorait, l'homme qu'il voyait s'allumer une cigarette avec assurance à la table de baccarat était autrefois un acteur incertain qui jouait à faire semblant. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était de l'entraînement, une transformation et la création d'un mythe. Numéro 14, le docteur. Pas de drame de casting. Le docteur No, le méchant, aurait pu avoir un tout autre visage. Le rôle fut d'abord proposé à Noel Coward, le dramaturge britannique flamboyant, qui aurait, dit-on, répondu « Docteur No, non, 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 non ». Les producteurs se sont ensuite tournés vers Max von Sydow, qui apparut plus tard en Blofeld dans Jamais, plus jamais. Mais finalement, le rôle est allé à Joseph Wiseman. Voici le rebondissement. Wiseman n'était pas à l'aise d'être catalogué comme un méchant. Hors plateau, il ne ressemblait en rien au Dr. No, froid et calculateur. Il craignait que le public ne le voie à jamais comme un personnage sinistre. Ce malaise s'est insidieusement propagé à toute la production. On raconte qu'il restait à l'écart, maintenant une certaine distance avec les autres acteurs, ce qui amplifiait son étrange et inquiétante présence. Pour compliquer davantage les choses, la voix de Wiseman a également été partiellement post-synchronisée afin de lui conférer une sonorité encore plus glaçante. Ni Coward, ni von Sydow, mais Wiseman, un acteur qui est entré à contre-cœur dans l'infamie, façonnant le premier grand ennemi de Bond tout en luttant avec ses propres doutes. Numéro 13, le char-dragon qui n'existait pas. L'un des moments les plus bizarres du Dr. No survient quand les habitants parlent d'un dragon terrifiant gardant Crab Key. Ce que Bond découvre n'est pas une créature mythique. C'est un véhicule blindé, lourd et maladroit, équipé d'un lance-flamme. L'accessoire fut construit avec un budget très limité et fonctionnait à peine. Sur le plateau, ce soi-disant dragon surchauffait, fumait et crachotait. Les membres de l'équipe plaisantaient qu'il était plus dangereux pour les opérateurs à l'intérieur que pour Connery lui-même. En fait, l'appareil lance-flamme a eu un raté lors des essais, failli incendier une partie du décor. Le public en 1962 restait fasciné. La paranoïa de la guerre froide leur a fait accepter des menaces étranges, mais les spectateurs modernes rient souvent de sa conception maladroite. Pourtant, ce dragon symbolisait quelque chose de bien plus grand. Les films de James Bond parvenaient à transformer même les contraintes budgétaires en un spectacle véritablement mémorable. Ce n'était pas un monstre réel, mais une simple illusion mécanique. Ce qui semblait menaçant à l'écran n'était en réalité qu'un engin fragile, à moitié brisé, bricolé à la hâte dans le désespoir. Deuxièmement, la censure à l'étranger était d'une férocité inouïe. Si la Grande-Bretagne trouvait déjà Dr. No osé, d'autres nations allaient bien plus loin. L'Irlande.
et le comité de censure a exigé la coupure de séquences entières, y compris des scènes à connotation sexuelle et de violence. En Afrique du Sud, le gouvernement de l'apartheid s'est opposé aux films montrant des acteurs noirs dans des positions d'autorité. Aux États-Unis, les affiches d'Ursula Andress en bikini ont été édulcorées pour certaines villes où les cinémas craignaient des réactions négatives. Même les bandes annonces diffusées à la télévision devaient être censurées avant leur diffusion. Pas assez violent pour être considéré comme un film de guerre, pas assez innocent pour passer sans aucune coupe. Dr No marchait sur un fil dans le monde entier. Paradoxalement, ces coupures n'ont fait qu'augmenter l'attrait du film. Les spectateurs entendaient des rumeurs de contenu interdit, d'un danger bien trop brûlant pour les censeurs. Et le résultat ? Les foules se pressaient au guichet. Ce que les gardiens de la morale craignaient corromprait a plutôt allumé la flamme de la bondmania mondiale. Non pas la suppression, mais l'obsession. Plus ils essayaient de le cacher, plus les gens le voulaient. Le numéro 11, le canon de pistolet a failli ne pas exister. La série Bond est célèbre pour sa séquence d'ouverture du canon, Bond marchant, se retournant et tirant vers la caméra. Mais voici le coup de théâtre. Ce n'est pas Sean Connery qui a été filmé dans Dr No. En raison de problèmes d'emploi du temps, c'est le cascadeur Bob Simmons qui a réalisé le célèbre tour et tir. Sa silhouette a lancé le générique de film le plus célèbre de tous les temps. Pendant des années, le public a cru que c'était Connery, jusqu'à ce que d'autres films introduisent le véritable acteur. Plus étrange encore, la séquence elle-même a failli ne pas être retenue dans le montage final. Les dirigeants de United Artists pensaient que c'était trop gadget et craignaient que cela ne détourne l'attention de l'histoire principale. Le réalisateur Terrence Young s'est battu avec acharnement pour le conserver, insistant sur le fait que cela donnerait à la série une identité instantanée. Il avait raison, ce qui a failli être abandonné est devenu l'une des images les plus reconnaissables du cinéma, non pas la démarche de Connery, mais la doublure de Simmons. Une décision fortuite est devenue une tradition de James Bond sur 6 décennies. Numéro 10. La scène de combat brutal de Sean Connery a causé des blessures. Le combat final entre Bond et le Dr No n'était pas qu'une mise en scène chorégraphiée d'Hollywood, c'était carrément dangereux. Sean Connery a insisté pour exécuter une grande partie du combat lui-même, bien décidé à présenter Bond comme une véritable menace physique. Mais le décor exigu et métallique de la chambre du réacteur du Dr No a transformé le combat en chaos. Connery aurait, dit-on, subi des contusions, tandis que Joseph Wiseman s'est blessé la main lors des prises répétées. L'équipe devait remettre les accessoires en place après chaque coup manqué. À un moment donné, un coup a failli atteindre la mâchoire de Connery pour de bon. Pourtant, cette rudesse conférait au combat une énergie vraiment primitive. En le revoyant aujourd'hui, on peut vraiment ressentir le danger, car ce n'était pas un travail de cascadeur parfaitement exécuté, c'était désordonné, douloureux et brut. Pas une élégance mise en scène, mais un danger authentique. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans la première apparition de Bond avec nous, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, car les 9 prochains secrets prouvent que le docteur. Mais, en coulisses, c'était encore plus fou. Numéro 9, le budget était incroyablement bas. Le public imagine souvent que les films de Bond étaient toujours des superproductions coûteuses. Ce n'est pas vrai. Dr No a été réalisé avec un budget dérisoire d'environ $1 million, ce qui était minuscule même pour l'époque de 1962. Pour économiser, la production a réutilisé les décors, limité les scènes d'action et s'est appuyée sur un montage astucieux au lieu de cascades à grande échelle. Ken Adam, le chef décorateur, a optimisé chaque dollar avec un éclairage audacieux, une perspective forcée et des illusions de grandeur. La salle de contrôle désormais emblématique, avec un réacteur nucléaire construit en contreplaqué peint et de simples jeux de lumière. L'aquarium du docteur, le repère de No, juste des images d'archives agrandies projetées derrière une vitre. Ces contraintes ont forcé l'ingéniosité, créant un style que les films de Bond ultérieurs, avec de plus gros budgets, imiteraient. Ce qui paraissait luxueux à l'écran était, en vérité, le fruit d'une créativité à petit budget. Non pas de l'opulence, mais plutôt de la frugalité. L'illusion a si bien fonctionné que les spectateurs n'ont jamais compris qu'ils regardaient l'un des blockbusters les plus économiques de tous les temps. Numéro 8. Jack Lord détestait jouer Felix Leiter. L'acteur américain Jack Lord a joué l'allié de Bond à la CIA, Felix Leiter, mais en coulisses, il s'est heurté au producteur. Lord, déjà une star de la télévision, a exigé plus de répliques, plus de visibilité et un meilleur classement au générique. Il voyait Félix comme l'égal de Bond, et non comme un simple faire-valoir. Les producteurs, eux, n'étaient pas du tout de cet avis. Les tensions devinrent si vives que, pour les films suivants, ils ne rappelèrent jamais Lord. Il devint plus tard mondialement célèbre pour Hawaii 5-0. Mais les fans débattent encore de ce que son Félix récurrent aurait pu apporter à la série.
Lord lui-même a écarté Dr. No comme une petite affaire, sans se douter que Bond deviendrait une légende du cinéma, non pas la camaraderie, mais le conflit. À l'écran, Bond et Felix travaillaient comme de véritables alliés. Dans les coulisses, la relation s'est profondément fracturée. Ce que les fans ignoraient, c'est que la disparition du personnage dans les suites n'était pas le fruit d'une décision créative. C'était une affaire personnelle, née d'un ego d'acteur qui s'opposait farouchement à la vision du producteur. Numéro 7. La musique qui n'aurait jamais dû devenir emblématique. Le thème de James Bond est certainement l'une des musiques les plus reconnaissables du cinéma, mais sa genèse fut particulièrement chaotique. Le compositeur Monty Norman a écrit une mélodie, mais les producteurs craignaient qu'elle manque de punch. Ils ont fait appel à John Barry, qui l'a réarrangé avec de la guitare électrique, des cuivres et des rythmes jazzy. Le résultat fut un tonnerre cinématographique. Pourtant, Norman a conservé l'intégralité du crédit, ce qui a déclenché des décennies de poursuites judiciaires. Il a intenté des procès avec succès contre les publications qui soutenaient que Barry en était l'auteur, même si l'empreinte de Barry est clairement perceptible dans le résultat sonore final. Ce que le public ignorait, l'hymne de la sophistication et du danger, est né de la panique en studio, d'une collaboration précipitée et de querelles amères qui ont duré des années. Non pas l'harmonie, mais la discorde. Le thème même qui a révélé Bond au monde entier était le pur produit d'un conflit, un mélange instable de la mélodie d'un homme et de la puissance créative d'un autre. Numéro 6. Le bikini qui a changé le cinéma pour toujours. Quand Ursula Andress est apparue sur cette plage jamaïcaine dans son bikini blanc, le cinéma a basculé. Les maisons de mode ont copié le design en hâte. Les femmes du monde entier voulaient le look de James Bond Girl, et même Andress a admis que la scène l'avait rendue célèbre du jour au lendemain. Mais ce qui est souvent négligé, c'est que le bikini lui-même était controversé. Au début des années 60, les bikinis étaient encore considérés comme audacieux, voire scandaleux. Certains pays ont envisagé d'interdire le film à cause de cette seule scène. Pourtant, ce moment a grandement contribué à normaliser le bikini dans la culture populaire, le rendant un maillot de bain tout à fait acceptable pour des millions de femmes. Andress a ensuite vendu le bikini aux enchères des décennies plus tard pour près de 150 000 $, prouvant ainsi son immense poids culturel. Pas juste du tissu, mais une véritable révolution. Le bikini a fait d'une actrice suisse en difficulté une icône et a redéfini la sensualité au cinéma. Ce qui semblait un choix de costume était en fait un séisme culturel. Numéro 5. La boisson empoisonnée était réelle. L'un des moments les plus tendus de Dr. No survient lorsque Bond commande un verre, pour ensuite soupçonner qu'il est empoisonné. Sur le plateau, ce moment avait un piquant supplémentaire. Sean Connery a admis plus tard que le verre qu'il soulevait pendant les répétitions n'était pas seulement rempli d'un liquide inoffensif. Il contenait parfois de l'alcool, offert par des membres d'équipage malicieux. Connery, cherchant à rester lucide et concentré, détestait être pris au dépourvu, mais il a su s'en accommoder, transformant son irritation en une performance mémorable. La tension que l'on perçoit, cette hésitation avant de boire la gorgée, ce n'était pas seulement du jeu d'acteur. C'était Connery qui, en fait, vérifiait la réalité des choses. Non pas une mise en scène calculée, mais une véritable incertitude. Ce léger soupçon de paranoïa rendait la scène encore plus intense. Ce que les spectateurs ignoraient, la suspicion de Bond n'était pas purement fictive. C'était un acteur qui réagissait au fait d'être déséquilibré de la manière la plus Bond qui soit, en gardant son sang-froid alors que le chaos tourbillonnait, invisible. Numéro 4. Le salaire de Connery était étonnamment bas. Sean Connery était peut-être devenu le visage d'un empire, mais en 1962, il n'était qu'un acteur en difficulté parmi tant d'autres. Son salaire pour Dr. No, environ 6 000 $, soit à peu près 16 000 $ à l'époque. C'était modeste, même selon les normes du début des années 60. Connery a signé un contrat pour plusieurs films, sans se rendre compte de l'ampleur que prendrait la franchise. Au moment où Goldfinger a explosé, Connery réclamait des augmentations et se battait avec les producteurs pour une juste rémunération. L'ironie est brutale. L'acteur, qui incarnait la richesse, le glamour et le pouvoir, était sous-payé, alors qu'il jouait l'espion le plus riche du monde. Ce n'était pas le luxe, mais bien l'exploitation. Les smokings de Bond brillaient à l'écran, mais Connery rentrait chez lui dans un appartement tout à fait ordinaire, encore bien loin de la fortune que son image était en train de générer. Ce que le public n'a pas vu, c'était la tension financière discrète qui a hanté les premières années de la série. Numéro 3. La course-poursuite a failli être un désastre. La première course-poursuite de James Bond, sur les routes sinueuses de la Jamaïque, semble fluide à l'écran. Mais en coulisses, c'était un véritable cauchemar. La production manquait de voitures de cascade appropriées. Ils ont donc dû utiliser des VI,
véhicules et des plans de rétroprojection délicats. À une occasion, la voiture utilisée a surchauffé en pleine scène, remplissant l'habitacle de fumée. Connery a dû s'éjecter entre les prises, toussant à cause des émanations. Les cascadeurs, quant à eux, ont poussé des voitures sous-motorisées à leurs limites sur des routes dangereuses et non goudronnées. Les membres de l'équipe se rappelaient qu'un seul mauvais virage aurait pu précipiter un véhicule dans un ravin. Ce que le public ignorait, le glamour de la conduite de précision de Bond était le résultat de pannes mécaniques, d'astuces de caméra et de conducteurs risquant leur vie pour le réalisme. Pas un spectacle high-tech, mais un chaos contrôlé. L'ADN de chaque course-poursuite de Bond à venir est né dans cette expérience désordonnée et dangereuse. Numéro 2. Les mains du méchant étaient un tour de passe-passe visuel. Les mains métalliques du Dr No étaient censées être terrifiantes, la marque physique de sa scélératesse. Mais sur le plateau de tournage, ces accessoires étaient si maladroits qu'ils cassaient sans arrêt. Joseph Wiseman portait des gants rigides et encombrants, renforcés de pièces métalliques. Il limitait tellement ses mouvements qu'il ne pouvait même pas tenir les objets correctement. En plusieurs prises, sa main a glissé, des accessoires sont tombés et des scènes ont dû être retournées. L'équipe a improvisé des angles de caméra pour masquer la maladresse, mais les spectateurs aux yeux perçants peuvent encore repérer les moments où Wiseman peine. Pas de gadget high-tech, mais une illusion théâtrale. Le trait effrayant du méchant était en fait un fardeau qui frustrait l'acteur. Et pourtant, cette rigidité, née d'accessoires défectueux, rendait les mouvements du Dr No étranges et inquiétants, créant involontairement la menace inhumaine que les producteurs désiraient depuis le début. Numéro 1. James Bond a failli perdre la vie dans son tout premier film. Quel est le fait le plus choquant? La sécurité de la production était minime et Sean Connery a failli en payer le prix. Lors de la scène où Bond et Honey Rider pataugent dans des eaux contaminées près du réacteur du Dr No, les réalisateurs ont utilisé des fûts d'essence comme éléments de décor flottant. Personne n'a songé au danger d'avoir du carburant à l'air libre sous une chaleur tropicale, près de projecteurs chauds et entouré par l'équipe et les acteurs. À un moment donné, des émanations se sont enflammées hors champ, provoquant un feu éclair qui a terrifié tout le monde. Heureusement, personne n'a été blessé, mais cette frayeur a imposé une réécriture rapide de plusieurs scènes. Ce que le public ignorait, le baptême du feu cinématographique de Bond était presque littéral. L'agent élégant qui échappait toujours au danger à l'écran était à quelques secondes de la catastrophe derrière la caméra. Fait bonus, Ian Fleming détestait Sean Connery au début. Voici le rebondissement qui stupéfie les fans. Ian Fleming, l'auteur de James Bond, ne désirait absolument pas Sean Connery pour ce rôle. Fleming s'imaginait Bond comme un véritable gentleman anglais de la haute société, très raffiné et d'une allure aristocratique. Il qualifiait Connery de cascadeur trop imposant, totalement inadapté pour le personnage. Fleming a même envisagé de changer les antécédents de Bond dans ses futurs romans afin de le rendre écossais, une tentative de concilier le Connery provenant de la classe ouvrière avec le personnage. Mais après le succès retentissant de Dr No, Fleming a fait marche arrière, louant publiquement Connery et adoptant son Bond plus brut, plus dangereux. Pas un rejet, mais une réinvention. Connery n'a pas fait que jouer Bond. Il l'a transformé de manière si complète que même son créateur a dû s'adapter. L'agent que le public vénérait n'était pas le Bond imaginé par Fleming, mais bien celui incarné par Connery, et cet héritage a bouleversé le monde du cinéma pour toujours. Docteur, il n'était jamais censé devenir le mastodonte qu'il est devenu. Il était à petit budget, décrié par les critiques, failli être censuré et criblé de risques. Pourtant, du chaos est née la légende. Ce que le public a vu, c'était un style d'une grande aisance. Mais en coulisses, c'était la sueur, la peur, l'improvisation et le danger. Les faits étranges nous rappellent que l'espion le plus suave du cinéma a été forgé dans les conditions les plus rudes. Si vous avez apprécié de découvrir les secrets de la toute première mission de Bond, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et rappelez-vous, dans l'univers du cinéma, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Bond avait peut-être le permis de tuer, mais la vérité sur le Dr No est une licence pour choquer.